Voilà, il me manquait ça. OMG, first, ça fait longtemps. Ça fait 2 minutes. OMG. Je vais juste faire un truc. On remporte 450 points de chaîne. Oh, à l'heure, m'en demande pas trop non plus. Hein. Steam, ça dégage. Même si je vais en avoir besoin juste après. Ah, j'ai pas fait ma mise à jour Nvidia. Parce que c'est si important. Ouah. Cette journée m'a claqué. Et c'est que le début. Du coup, du réac. Alors attendez, faut que je retrouve où j'en étais dans les vidéos. Merde. 1, 2, 3. Ce qui nous fait une vidéo de 24 minutes. Une vidéo de 32. Ou 33. Et une vidéo de Internet, ça commence. 33. Ah, une heure et demie de réac de prévu. Hop. Voilà. Blabla, Mixia. Donc c'est 400 000 cookies. Ah ouais. Putain, le bâtard. Cette semaine, à la base, j'avais prévu de faire des trucs avec les points de chaîne. Au final, je vais sûrement faire des trucs. Mais ça va être un peu serré. Parce que, ouais, j'ai pas mal de choses de prévues. Demain, il faut que je finisse de réparer ma voiture. Ça, demain, je finis de réparer la voiture. Mardi, je suis occupé. Mercredi, il y a des trucs de prévus de mémoire. Voilà, mercredi, il y a des trucs de prévus. Jeudi. Jeudi, je pourrais peut-être essayer d'avancer dessus. Jeudi et vendredi. Waouh. J'ai baillé 6 fois en 2 minutes. Je vais m'endormir devant le réac. Hein. Hop. Depuis tout à l'heure, les vidéos elles tournent. Ok. Attendez. Hop. Si j'ai la sonnerie de mon téléphone, ça va me péter les couilles par contre. Hein. Hop, ça dégage. Pas de sonnerie en stream. On coupe sa sonnerie en classe. Merde. Ouais, la première c'est Leaf. On met la vidéo en 1080p. C'est ça que toutes les vidéos au cas où. Et c'est en automatique. On sait jamais. Pas confiance. Je n'ai point confiance. Hop. Voilà. Et du coup, nous sommes partis pour React du Leaf. Hop. C'est une dinguerie comment je baille. Oh. Toutes les 2 minutes. Hein, alors, la nostalgie tue le jeu vidéo. Et vous? Wow. Je fais ça et en même temps j'ai envie de m'étirer, c'est horrible. Voilà. Allez, on va regarder. Avec le son. Et j'enlève la musique. Êtes-vous nostalgique? Vous savez, ce sentiment de regret qu'on ressent à chaque fois qu'on pense à une époque révolue, tout en Voilà. arrivant systématiquement à la triste conclusion que c'était mieux avant, tout était plus beau, tout était plus simple, qu'est-ce qu'on était bien.
Un sentiment qui, si on en croit les posts sur les différents réseaux, se fait de plus en plus ressentir et trouve davantage sa place dans tous les médias. Cinéma, musique, vidéos sur internet et surtout jeux vidéo, aujourd'hui la nostalgie occupe une place importante dans l'inconscient collectif. Et elle se manifeste de diverses manières selon les individus. Ça peut être en écoutant une musique, en revoyant un film, un dessin animé ou... Oh, oh, oh. Faut pas faire des flashbacks comme ça! Et elle se manifeste de diverses manières selon les individus. Ça peut être en écoutant une musique, en revoyant un film, un dessin animé... Faut pas faire des flashbacks comme ça! Salut Fissuelo et Nico. Comment ça va mon... Bœuf, stuff, meuf, ref, keuf. Juste ref. Ref à la limite, mais le reste... je sais pas trop. Attendez, du coup je suis obligé de le mettre. Attendez, je vous le mets. Écoutez ça. Ah, des souvenirs. Je suis peut-être vieux aussi, mais... Par exemple, Cookie, je pense qu'il a pas connu. Il est trop jeune. Oh. Ah ouais? T'as connu? Incroyable. La nostalgie. Mais la nostalgie, si tu connais pas, y a pas de nostalgie. À bord du grand condor, la cité d'or. Ah! Pardon. Allez. Non, la musique. Ah. Hop. ou même en jouant à un jeu qu'on a pu connaître par le passé dans l'espoir de revivre l'expérience originale. C'est un sentiment qui trouve totalement sa Je vais pas dire le... Par contre, Nico, le mot que tu viens de dire, c'est trop compliqué pour moi. place dans ces temps Faut qui pas trop me semblent demander, hein, moi. compliqués et remplis d'incertitudes pas seulement pour les individus, mais pour l'humanité dans sa globalité. Et je pense qu'il est intéressant de se pencher sur celui-ci et de voir son impact sur le média où il se fait le plus ressentir. Je parle bien entendu du jeu vidéo. Pour celui-ci, c'est limite Waouh, devenu Mario un genre Galaxy. à part entière sur internet tant des millions de personnes s'y retrouvent. Et si je décide moi d'en parler aujourd'hui, c'est car, Minecraft. bonjour, je suis Leaf et vous me connaissez probablement pour mes nombreuses vidéos traitant de sujets qui peuvent rendre nostalgiques les gens qui, comme moi, sont nés dans les années 2000 et ont passé beaucoup Undertale, trop d'heures à jouer à ouais. différents jeux. Et en 7 Tellement mois joué. d'activité, j'en ai reçu des tonnes et des tonnes de commentaires et de messages privés me racontant à quel point la nostalgie est un sentiment qui vous suit au quotidien et qui semble vous faire beaucoup de bien. Et en effet, ça peut être le cas, mais dans cette vidéo, j'aimerais aller à l'encontre de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici et voir comment la nostalgie, malgré sa douce apparence, peut faire autant de mal à l'industrie du jeu vidéo et surtout à vous-même. Parce que les gens se basent là-dessus. Avant toute chose, Pour moi, c'est ça. commençons par bien définir la nostalgie, parce que c'est bien beau de tout lui attribuer, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'en tient à son étymologie, en grec ancien, le mot nostalgie pourrait se traduire par mal du pays. Mal du pays, car à l'origine, ce terme servait à définir le sentiment des soldats suisses en service à l'étranger, qui éprouvaient un profond regret pour leur pays natal. Plus tard, le sens du mot deviendra plus large et définira toute forme de regret pour le passé, ainsi que la tendance qu'ont les humains à l'idéaliser. Donc la nostalgie, c'est le fait d'éprouver du regret pour un instant présent du passé, un instant présent qu'on ne cesse d'embellir à mesure que le temps défile. C'est une émotion complexe qui mêle à la fois la joie de se souvenir de bons moments et la tristesse face à leur éloignement dans le temps. Et cette dualité émotionnelle fait de la nostalgie une expérience à la fois douce amère et profondément humaine. Elle joue un rôle important dans notre équilibre psychologique en offrant un réconfort face aux incertitudes du présent à travers un passé idéalement plus doux. En partant de cette définition, on comprend alors qu'on peut tous être nostalgiques dans des moments d'incertitude à différentes échelles et qu'il s'agit en somme d'une émotion comme une autre. Et comme toute émotion, il y a des éléments déclencheurs qui précèdent sa venue. Ça peut être justement une période de doute, de tristesse ou de désespoir, nous obligeant à nous réfugier dans le passé pour nous apaiser. Ça peut aussi être des éléments du quotidien qui, même sans forcément qu'on se trouve dans une sombre période, peuvent nous rendre nostalgiques pour un moment. Et ça peut aussi, parfois, être un média. Un film, un livre, une musique, une émission ou même un jeu vidéo. Surtout, un jeu vidéo. Car de tous les différents médias qui existent, s'il y en a bien un qui a un lien très particulier avec la nostalgie, c'est bel et bien le jeu vidéo. À tel point qu'on le constate très fréquemment sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des courtes vidéos avec des musiques tristes axées sur la nostalgie qui ont pour but de nous rappeler la belle époque,
très souvent du Minecraft d'ailleurs, ou même des vidéos plus longues qui ont le même but mais avec une approche différente, très souvent du Minecraft d'ailleurs. Les stats et commentaires de ces vidéos nous montrent qu'il y a vraiment énormément de personnes qui s'y retrouvent. Et de mon côté, en allant lire quelques posts parlant de nostalgie sur différents forums, j'ai constaté que le jeu vidéo revenait quasi systématiquement dans trop les blanc. différents témoignages. Alors de là, on peut se poser une question. Pourquoi les jeux vidéo nous rendent plus nostalgiques que n'importe quel autre média? Ils n'ont ni goût, ni odeur et sont pourtant devenus les madeleines de Proust les plus savoureuses pour des millions de personnes. Peut-être le fait qu'on passe des centaines d'heures dessus. Voilà. Qu'on passe des bons moments avec ses potes dessus. Par exemple. Par exemple. Alors, pourquoi? Pour y répondre, il suffit simplement de voir ce qui différencie le jeu vidéo des autres médias. Et la première et grosse différence, c'est l'immersion. Oui, bah voilà. C'est Quand tout on ce que regarde j'ai un dit. film, on suit l'acteur principal dans ses aventures. On suit à travers ses choix ainsi que les différents événements auxquels il fait face, son évolution et sa finalité. Et une fois le film fini, on se rappelle de nous qui le regardions vivre son aventure. Tandis que quand on joue à un jeu, nous sommes l'acteur. Il y a bien généralement un personnage qu'on contrôle et qui vit une histoire, mais à la différence d'un film, lorsqu'on s'en souvient, on s'attribue les différentes actions. On ne se rappelle pas du héros qui tue le méchant, mais de nous qui lui assénons le coup final. Quand sur Red Dead Redemption, je galérais à trouver mon pur sang arabe dans les montagnes enneigées et que j'ai fini par le dompter, je parle bien de jeu et pas d'Arthur Morgan. De la même manière que je me rappelle avoir construit cette maison pas ouf sur Minecraft, je me rappelle avoir fait face à ces horribles Le petit grésillement, là, c'était pas obligatoire. Juste vérifier que ça vient de la vidéo. de la même manière que je me rappelle avoir construit cette maison pas ouf sur Minecraft, je me rappelle avoir Ça vient bien de la vidéo, c'est bon? On a la confirmation? fait face à ces horribles animatroniques sur FNAF, et je me rappelle avoir tué Makarov à la fin d'MW3. Cette immersion qui nous place au centre de l'expérience fait qu'on est beaucoup plus amené à se sentir nostalgique tant celle-ci semble plus personnelle. Certains genres de jeux l'appuient plus que d'autres, que ce soit les open world ou les jeux type bac à sable, dans lesquels l'expérience est très malléable et donc propice à vous marquer bien plus que n'importe quelle autre histoire, ou même les jeux narratifs qui, souvent, vous laissent faire vos propres choix. Bien sûr, dans tout ça, faut aussi prendre en compte l'impact émotionnel de ces derniers. Comme n'importe quelle histoire, avec du temps, on finit par s'y attacher, que ce soit des personnages, des lieux, des musiques ou même nos propres réalisations. En prenant en compte l'investissement en temps qui peut aller de 30 heures à Ça me semble infiniment fou, plus frère. par jeu, forcément, on finit par y attribuer bien plus de Oh. souvenirs que pour tout autre média. Mais au-delà de l'immersion personnelle et l'investissement en temps, un autre point qui permet de distinguer le jeu vidéo et qui va dans la continuité de ce que j'ai dit, c'est son aspect communautaire et familial. Souvent, les jeux vidéo ne sont pas juste une expérience personnelle, mais un moment de partage, que ce soit avec des amis, de la famille ou qui que ce soit d'autre. Ça peut se traduire par un enrichissement culturel entre deux générations, par exemple un parent qui partage ses souvenirs sur le tout premier Mario Bros à son enfant et qui l'invite même à essayer, ou même par des heures passées devant un écran avec un proche à partager des moments intenses, de la joie, des rires et parfois quelques destructions de clavier. Ces expériences partagées créent des souvenirs Non. collectifs qui renforcent encore plus la nostalgie. Combien d'entre nous ont parmi leurs plus beaux souvenirs Personne n'a jamais cassé de clavier en jouant. Personne. des moments de jeu en écran partagé? Que ce soit sur Code, Mario Kart, Minecraft ou n'importe quel autre jeu, pour énormément de personnes, ces instants c'est quoi le figurent nom de parmi son les jeu? plus Oh, chers je sais qu'ils ont plus. connus. Faut aussi prendre en compte dans tout ça que le jeu vidéo est un média qui évolue très rapidement. Des jeux sortis il y a à peine 10 ans ont déjà l'air très datés quand on voit ce qui sort aujourd'hui, faisant que l'expérience n'est plus vraiment la Bah, même des jeux datant moins que ça, hein, juste il y a quelques années. Hein. Ça évolue à une vitesse, c'est une dinguerie. Hein. même d'une décennie à l'autre. Quand on lit un livre et qu'il date de l'époque du Roi Soleil ou d'hier, ça reste tourner des pages et lire des mots. Alors que pour ce qui est du jeu vidéo, quelqu'un qui l'a connu il y a 20 ans n'a pas vécu la même chose que celui venu une décennie plus tard. Et de même pour le suivant. Regardez par exemple, quand j'étais plus jeune, je me rappelle de l'époque où jouer à 4 sur un même écran, c'était la base pour tout le monde. Ouais. Où se retrouver pour se faire du mal sur New Super Mario Bros, c'était un rituel avec mes cousins. Et pour le coup, c'est des souvenirs auxquels je repense souvent en me disant que la vie était plus simple et plus belle avant. Et c'est un truc qui se perd totalement aujourd'hui au profit de l'expérience en ligne. Ce n'est pas forcément bien ou mal, mais c'est différent. Cette évolution se voit aussi directement dans les jeux en eux-mêmes. J'ai par exemple connu GTA quand le jeu ressemblait à ça, et maintenant on se retrouve avec ça. Et cette évolution très rapide et continuelle crée des C'est un trailer, attention. C'est le trailer de GTA 6. Ce n'est pas le jeu. Attention. Mais forcément, je vais pas te mentir, il sera sûrement plus réaliste que ça, le jeu. M'étonnerait que GTA 6 ressemble à ça. Après, c'est mon avis. des distinctions claires entre les différentes époques de jeu, et ça fait qu'il est beaucoup plus simple de se sentir nostalgique pour celles qu'on a connues. Et justement, dernier élément de réponse qui clôturera cette analyse, souvent les jeux vidéo sont liés à l'enfance. Rares sont les personnes qui découvrent cet univers à un âge adulte. Des études indiquent que
Jusqu'à 70% des enfants jouent de manière quotidienne aux jeux vidéo. Nous sommes vraiment beaucoup à avoir connu les jeux vidéo en étant très jeunes et tout autant à avoir grandi avec. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais la nostalgie a un lien très fort avec l'enfance. Elle représente souvent une période d'insouciance et de simplicité qui est très fréquemment regrettée une fois arrivé à un âge plus adulte. Oh, je regrette pas avoir commencé à jouer à Minecraft, hein. Justement, les jeux vidéo ont souvent fait partie de cette période si regrettée et sont à l'origine de souvenirs forts qui perdurent et prennent de l'importance avec le temps. C'est ainsi que les jeux vidéo deviennent alors une part essentielle de l'enfance de beaucoup de personnes, voire même ceux qui la représentent. En combinant ça avec l'immersion ainsi que l'aspect évolutif du média que j'ai cité plus tôt, la nostalgie trouve alors totalement sa place dans nos esprits. Ainsi, l'impact des jeux vidéo sur la nostalgie est non seulement lié à l'immersion, la convivialité et l'évolution technologique, mais aussi profondément ancré dans les expériences fondatrices de l'enfance. Et on adore y repenser et ressasser tous ces souvenirs, que ce soit en disant que la vie était plus belle avant quand on revoit des images de nos jeux d'enfance, en réécoutant des morceaux qui nous ont bercés pendant qu'on essayait de sauver le J'ai jamais joué. monde, au point où il peut nous arriver de vouloir revivre des expériences passées, au point où la nostalgie devient alors un sentiment durable qui nous suit au quotidien. Et même si on ne s'en doute pas forcément, c'est précisément là que la nostalgie commence à vous faire du mal à vous et à toute l'industrie. Comme on vient de le voir, les jeux vidéo ont tout pour nous rendre nostalgiques. Et en effet, on est beaucoup à pouvoir le confirmer. Cependant, bien que la nostalgie puisse paraître inoffensive, elle peut nous faire beaucoup de mal à nous, les joueurs. Et naturellement, après tout ce que je viens de dire, on en vient à se poser la question suivante. Bah allez-y, posez la question. Merci. Comment la nostalgie impacte-t-elle négativement le joueur? Pour commencer, Eh quand on oui. parle de nostalgie, on fait référence à un regret d'instant passé. Cela veut dire qu'au fond de nous, il y a cette volonté du retour de choses qui ne sont plus. Sauf que dans le cadre du jeu vidéo, en théorie, ce n'est pas bien compliqué de retrouver ce qu'on regrette. Suffit de rebrancher une vieille console, ou même d'aller sur un émulateur pour ceux Ah, qui c'est ont pas la flemme, pareil. de lancer le jeu et vous y êtes. Et C'est pas s'il la peut arriver première. parfois qu'on s'amuse et qu'on prenne du plaisir sur un opus qui nous a marqué par le passé, il arrive aussi très souvent qu'on finisse par se rendre compte que l'expérience n'est pas vraiment la même que celle attendue, que le jeu n'était peut-être pas si incroyable qu'on se l'imaginait. Et parfois Ah bah Mario 64, je vais pas te mentir, je me ferais chier dessus, hein. Voilà, alors que j'ai bien aimé quand j'étais petit, hein, mais j'avais une vision différente. ça peut être dur, très dur à accepter, au point où on peut se retrouver dans une forme de déni. Et si à la base on s'attendait à vivre quelque chose qui nous semblait absolument incroyable dans nos souvenirs et qu'au final ce n'était peut-être pas si ouf que ça, c'est parce que ça découle du véritable gros problème de la nostalgie, celui de rendre très beau ce qui ne l'est pas forcément. On peut y voir là un mécanisme de défense du cerveau qui nous aide à faire face à notre passé en le rendant plus attrayant. On finit par regretter des choses simples en les rendant plus belles que ce qu'elles sont, et ça fait que le présent nous semble très fade en comparaison à ces souvenirs biaisés. On finit donc par conclure tout bêtement que c'était mieux avant, alors que parfois on parle vraiment de sombres périodes qu'on a fini par embellir et regretter avec le temps. Et pour Eh illustrer oui. ça, j'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'une voisine. Sauf que ce n'était pas une voisine comme les autres, car elle ne vivait pas dans l'appart d'en face, mais bel et bien chez moi. Et ce, depuis un bon bout de temps. J'avais mis quelques années à me rendre compte qu'elle était là, à Hein? m'observer et à se nourrir de la même bouffe que moi pendant aussi longtemps. Et quand j'ai appris la chose et que j'ai réalisé tout le temps qu'elle a passé auprès de moi sans même que je ne le sache, comme n'importe qui de normalement Quoi? constitué, je lui ai gueulé dessus pour lui dire de partir. Mais ça ne marchait pas et elle ne bougeait pas d'un pouce. Alors, je l'avoue, j'ai essayé de lui faire du mal, mais à force, je me rendais compte que j'étais tout simplement incapable de me débarrasser d'elle. Avec du temps, j'ai fini par me rendre compte qu'elle était toujours là où moi j'étais, à chaque instant de ma vie. Que ce n'était pas d'avoir un toit qui l'intéressait, mais juste moi. Et à force, j'ai fini par accepter qu'elle soit toujours là. Et en plus de J'ai ça, pas compris, là. rancunière comme elle m'a rendu tous les coups que je lui ai donnés, mais à une toute autre échelle. Faut se dire que j'ai carrément fini à l'hôpital pendant de très longs mois pour traiter tout le mal qu'elle infligeait à mon corps. Et cette période d'hospitalisation, Hein? bah, c'est littéralement la pire période de toute ma vie. Aujourd'hui, j'en ressors avec énormément de séquelles, autant physiques que mentales. Ça a duré des mois qui semblaient interminables, durant lesquels elle a été auprès de moi chaque seconde pour simplement me voir souffrir dans sa plus grande malignité, sans que je ne puisse rien y faire tant les traitements me mettaient HS. Pour vous dire, elle a même ramené sa sœur pour qu'elle puisse profiter du spectacle avec elle. Enfin bon, je vous épargne les détails, mais sachez que dans cette sombre période, j'ai malgré tout réussi à trouver un exutoire. Un exutoire qui me faisait oublier les pleurs des enfants dans les chambres d'à côté, qui me faisait oublier que ça faisait plus de 7 mois que je n'avais rien mangé par la bouche, ou même que je n'avais tout simplement plus de cheveux. Et cet exutoire dont je parle, c'était regarder des vidéos parlant du lore de FNAF sur mon PC portable pendant les traitements. Ça peut prêter à sourire, je le sais, mais à travers ces vidéos, je me voyais retournant en enfance. Je me fichais un peu de ce que ça racontait honnêtement, et pour preuve, j'ai dit dans
ma vidéo sur FNAF que je n'avais rien compris au lore. Mais les souvenirs que je retrouvais suffisaient à me faire oublier la sombre période que je traversais. Les souvenirs d'une enfance plus paisible où ma seule crainte était qu'un lapin bleu me saute dessus. Et vous savez quoi? Cette nostalgie m'a littéralement sauvé. Je pense que sans ça, mentalement, ça aurait été très compliqué d'affronter tout ce mal. En tout cas, à force de traitement et de beaucoup de patience, cette voisine a fini par partir sans même que je m'en rende compte. Et je suis très heureux de ne plus l'avoir revue depuis. Et là, on pourrait me dire, ok Leaf, c'est cool, c'est génial, ta voisine a l'air très sympa d'ailleurs, mais pourquoi tu nous racontes ça au Rien juste? compris. Eh bien, voyez-vous, cette sombre période, ça fait maintenant quelques années qu'elle est passée. Et visiblement assez d'années pour que je commence à en être C'est nostalgique. qui, Je sais que quoi, ça peut cette paraître voisine fou, là? mais quand j'y repense, il n'y a que les bons moments qui me reviennent. Que ce soit les longues discussions nocturnes que j'ai eues avec des infirmières où j'ai pu voir comment se définissait le mot humanité, des sourires les plus tristement sincères que j'ai jamais vus autre part, ou même juste de moi, face à ces vidéos, qui retombait en enfance en esquissant un sourire malgré tout le mal autour. Sauf que non, ce n'était vraiment pas que ça. C'était même rarement ça en vérité. Et pour m'en rendre compte, il faut à chaque fois que ce soit un proche qui me rappelle ce qu'il en était vraiment. Et cette expérience me fait réaliser à quel point la nostalgie peut fausser notre perception de la réalité, même sur des choses pas très positives à la base. Et il est là le point que je veux souligner, la nostalgie ce n'est pas forcément se souvenir d'un bon moment, mais plutôt d'un réassemblage du cerveau qui nous donne seulement ce qu'on veut y voir. Elle peut certes être bénéfique par moments et même vous aider à traverser de lourdes épreuves, mais elle révèle souvent son côté plus vicieux des années plus tard à travers des souvenirs reconstruits. Et tout cela m'amène à penser à la façon dont nous, les joueurs, interagissons avec la nostalgie. Dans les jeux vidéo, la nostalgie, à travers différents souvenirs, peut nous transporter dans des époques révolues qu'on regrette. Cependant, tout comme dans mon expérience, il arrive que tous ces souvenirs soient un peu erronés, un peu beaucoup même. Et si pour moi c'est oublier tous les malheurs de cette sombre période que j'ai vécue qui en font un souvenir erroné, pour les joueurs c'est omettre les défauts et limitations de l'époque. C'est s'accrocher à des souvenirs reconstruits qui souvent montrent leur vraie face qu'une fois qu'on y retourne. Du moins, qu'on essaie d'y retourner. Et ces souvenirs reconstruits nous trompent alors sur notre perception du présent. Les joueurs, à travers un passé fantasmé et idéalisé, finissent par penser que c'était mieux avant et ne cherchent plus vraiment à avoir de l'innovation. Et même s'ils le font, consciemment ou pas, ils compareront leur nouvelle expérience avec celle qu'ils ont vécue. Du moins, celle qu'ils pensent avoir vécue. Et c'est de cette distorsion de la réalité qu'on ne cesse de comparer avec un présent bien réel que viennent tous les problèmes de la nostalgie pour le joueur. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de fois d'ailleurs, à cause de ça, on peut devenir réticent à la nouveauté. Ça se traduit par un rejet des nouvelles sorties de jeux, des critiques infondées à l'égard des avancées technologiques, ou même une dévalorisation des efforts créatifs qui ne correspondent pas à nos souvenirs idéalisés. On le voit beaucoup avec les mises à jour par exemple, où chaque choix fait par les développeurs est critiqué et ramené à un soi-disant âge d'or à jamais perdu. Et oui, parfois il y a de quoi gueuler, je suis bien d'accord, mais Le tatou. Il sert à rien! C'est pas qu'on gueule, c'est que ça sert à rien! Bref. souvent il s'agit juste de nostalgie mal placée. Et ça crée malheureusement un cercle vicieux qui pousse l'industrie à ne plus innover, mais à seulement reproduire des schémas déjà vus pour prendre le moins de risques possible. Mais on revient dessus un peu plus tard. Deuxièmement, cette nostalgie mensongère peut affecter notre appréciation des jeux actuels. Même si un jeu est objectivement bon, voire même excellent, il peut nous laisser indifférents car, malgré toute la qualité du monde, il ne peut pas procurer le même niveau de satisfaction que nos souvenirs erronés. Et on le voit bien sur les remakes et les suites de jeux classiques que les studios développent pour s'adapter à un public toujours plus nostalgique. Et malheureusement, même là, ça ne suffit pas. Malgré toute la bonne volonté des studios à vouloir bien faire, ou plutôt refaire les choses, ça ne marche pas souvent. Et cela car les joueurs attendent non seulement de retrouver une expérience de jeu, mais aussi un sentiment et une époque, chose qui est impossible à recréer. Tout ça, ça crée des éternels insatisfaits qui s'enferment tout seuls dans une cage faite de souvenirs, dont ils ne cessent de resserrer les barreaux en l'agrémentant toujours plus, seuls ou à plusieurs. Et justement, troisièmement, cette nostalgie peut créer de la disparité et des conflits au sein d'une même communauté. Souvent, des groupes de joueurs nostalgiques se créent autour d'un titre ou d'une période et viennent prêcher le saint âge d'or auprès des autres. Ces sectes, parce que oui, c'est littéralement des sectes, créés très souvent involontairement, amènent à la fois un sentiment d'appartenance à un groupe pour ceux qui en font partie, et donc un conditionnement encore plus fort dans une nostalgie toujours plus néfaste, ainsi que des conflits inutiles entre les fans de différents jeux ou époques, nuisant ainsi à la communauté dans son ensemble. Avec tout ça, on voit bien que la nostalgie est à l'origine de beaucoup de mal pour les joueurs sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Elle crée de l'insatisfaction qui perdure et ne cesse de grandir et d'alimenter un très grand cercle vicieux. Et s'il y a bien quelqu'un qui en souffre autant qu'il en profite de tout ce cercle vicieux, c'est bien l'industrie elle-même. Vous vous en doutez, après tout ce qu'on a vu, que cette nostalgie si présente parmi les joueurs peut s'avérer être un très bon filon pour les studios de jeux vidéo.
Et en effet, ils en ont conscience. Un peu trop même. Et bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que le but d'une entreprise, c'est de faire un maximum de profit et de capitaliser sur tout ce qu'on peut. Et ces dernières années, on le voit bien que ce tout ce qu'on peut a trouvé un petit nom qui n'est autre que nostalgie. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du marché du jeu vidéo pour voir que ce sentiment est devenu une véritable poule aux œufs d'or pour les studios. Il y a même juste besoin d'être un simple consommateur en fait. Remake, remaster ou même suite à ne plus en finir, aujourd'hui c'est limite devenu quelque chose de normal pour tout le monde de voir ce genre de Assassin's sortie. Creed Et sans fin. pourtant, et là c'est un avis subjectif, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une grande crise de l'innovation de la part des studios qui, autrefois, avaient un véritable prestige ainsi qu'une reconnaissance pour tout ce qu'ils ont apporté. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal de faire des remasters ou des suites, surtout que parfois c'est vraiment très bien fait et ça apporte une véritable plus-value. Pour ma défense, par exemple, j'adore Portal 2. Ouais, bon, tout le monde adore Portal 2, j'avoue, mais ça reste un Ouais. argument de taille et puis vous n'allez pas commencer à chipoter parce que je... Bref, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des suites et remasters qui méritent d'exister. Mais dans d'autres cas, qui sont très nombreux, il y en a qui profitent simplement de formules qui ont déjà fait leurs preuves et ne prennent tout simplement plus le temps de les faire évoluer, permettant ainsi de jouer sur la nostalgie des vieux joueurs, ainsi que la non-connaissance des opus passés des plus jeunes. Que ce soit Nintendo avec les Super Mario Bros, qui aussi entre remaster et suite qui n'apportent plus grand chose, même si Wonder est là pour faire taire cet argument, mais ça a quand même duré de longues années avant d'en arriver là. Activision avec COD, Ubisoft avec Assassin's Creed ou même EA avec Battlefield pour citer les gros noms. Oh, Et ces acteurs Assassin's du Creed marché, surtout, je depuis trouve. quelques années, jouent de la Il y en a nostalgie des tellement joueurs pour d'Assassin's vendre leurs Creed. jeux. Que ce soit en ravivant des souvenirs du passé avec une licence dont la formule bien établie ne change plus trop hormis sur l'aspect technique, ou même en promettant... C'est vrai que ça, c'est la plus grosse douille du siècle, hein, FIFA. Hein. FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22, FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25. directement un retour C'est aux le même sources jeu. pour les fans de la première heure. Et si on en est arrivé à utiliser la nostalgie comme un argument de Voilà. vente, ce n'est pas par hasard. Il y a de nombreuses raisons qui font que les studios y ont tout à gagner. Déjà, avant tout, faut bien considérer le fait qu'aujourd'hui, développer un jeu, c'est cher et ça prend du temps. Ça englobe vraiment beaucoup d'enjeux, ça demande beaucoup d'investissement et c'est cher. Et en plus de tout ça, c'est vraiment très cher. Et c'est pour ça que comparer la manière dont l'industrie se comporte aujourd'hui avec celle d'il y a 20 ou 30 ans, ce n'est pas forcément très logique. Un GTA par exemple, en 2004, c'est 2 ans de développement et 10 millions de dollars de budget. Alors que le GTA à venir, on compte minimum 7 ans de développement et on l'estime à près de 2 milliards de dollars de budget. Forcément, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et Je sais pas, à partir du moment où il y a un PIB. Je viens de regarder. Liste pays plus petit PIB. Blablabla, blablabla. Attends, je comprends pas. Merde, je voulais regarder le nombre de pays qui ont un PIB moins élevé que le prix de GTA 6, mais bref. Que le G bien, est bien ou pas, dans tous les cas, GTA 6 va se rembourser en au moins une semaine. ça n'explique pas Comment ça, ils vont se rembourser en au moins une semaine? Jamais ils se remboursent en une... Et jamais ils font 2 milliards en une semaine. Hein. Déjà, il y en a beaucoup qui vont être médisants à acheter le jeu quand il va sortir, vu qu'il va coûter plus de 100 euros. C'est le patron de Rockstar qui a dit que du coup, c'était plus rentable, c'était plus du tout rentable de faire des jeux à moins de 100 euros. Ouais. Plus des microtransactions, bien sûr. encore comment on en vient à capitaliser sur la nostalgie, mais ça montre que les studios sont conditionnés à éviter les grosses prises de risque. Et une grosse prise de risque dans le jeu vidéo, c'est soit donner vie à une nouvelle licence, soit retravailler la formule d'une licence déjà implémentée. Et comme pour l'un ou pour l'autre, on en a des exemples de flop. Mais celui Attends quoi, mec, si tous les joueurs... Si tous les jours, ils se remboursent giga vite. Vite, ouais, vite peut-être, mais... Ah, vite comparé à l'industrie du jeu vidéo, mais... C'est pas en une semaine, impossible. Hein. Impossible. qui parlera 2 beaucoup et qui est peut-être même milliards. le précurseur de ce marketing qui tourne autour de la nostalgie, Mec, attends, juste... 2000. 2 millions
2 milliards divisé par 100, si le jeu est à 100 euros. En vrai, ça fait pas tant de copies que ça, en fait. C'est vrai que ça fait pas tant de... Après, ouais, ça fait pas tant de copies que ça. Je pensais que ça ferait plus de copies que ça. Mais ouais, oh, un mois, allez. Mais une semaine, ça paraît court quand même pour 20 millions de copies, hein. Bah, c'est celui de Call of Duty. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des jeux, mais en gros, COD, ça marche très bien depuis que ça existe et ça plaît à tout le monde, sauf qu'un beau jour, la licence ne se renouvelle plus et les Oui. joueurs le font savoir. En réponse à ça, on se tape 3 codes de suite où on a un exosquelette qui nous permet de sauter et virevolter un peu n'importe comment et qui révolutionne totalement la manière de jouer. Sauf que, bah, c'est pas très bien reçu par la communauté. Et au bout du troisième, ça se fait bien voir sur le trailer du jeu. Les ventes baissent drastiquement, Activision perd de son prestige et va alors entamer une toute nouvelle stratégie marketing. Jouer de la nostalgie des joueurs pour vendre ses jeux. World War 2, qui fait suite au désastre qu'a été Infinite Warfare, sera vendu comme un retour aux sources. Black Ops 4, qui vient après, sera vendu comme un retour aux sources. Modern Warfare sera... Attendez quoi, Modern Warfare? Donc là, on reprend carrément le nom des jeux qui ont fait la réputation de la franchise il y a 10 ans, on en fait un reboot et on le vend comme un retour aux sources. Et chaque année, c'est la même histoire et chaque année, la même déception de ne pas retrouver ce qu'on regrette. Parce que comme j'ai dit, même si les jeux ne sont pas nécessairement mauvais, peut-être même bons et qu'ils sont même fidèles à ce qu'ils étaient avant, bah, c'est tout simplement impossible de recréer un sentiment et une époque. Et c'est ça que les joueurs recherchent en vérité. Les studios s'en foutent complètement et en font carrément leur argument de vente principal, au point où ils en... Et oui, forcément, avec les microtransactions, ouais. Et une semaine, non, je pense pas, quand même. Même si forcément, il y aura des personnes qui vont peut-être plusieurs milliers d'euros, mais une viennent à semaine, exister qu'à c'est travers un court. âge d'or qui lui est bien passé. Et c'est un schéma qu'on peut retrouver chez d'autres très gros studios. Et le truc, c'est que ça marche même un peu trop bien en fait. Et de là, forcément, les studios sont beaucoup plus amenés à jouer de la nostalgie. Que ce soit en faisant des remakes ou des suites qui parfois ont lieu d'être et font soit revivre un jeu de la meilleure manière qui soit en profitant pleinement des avancées technologiques, ou alors font suite à un épisode apprécié et viennent y ajouter une réelle profondeur, que ce soit dans son gameplay, son histoire ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est pour le côté positif de la chose. Et d'un autre côté, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit malheureusement de plus en plus, on se retrouve souvent avec des jeux qui sont là seulement pour surfer sur la nostalgie des joueurs et qui n'en ont plus grand chose à faire de la plus-value. Des jeux dans lesquels on ressent un cruel manque d'implication et un gros manque de respect envers les joueurs et leurs souvenirs. Des exemples, il y en a plein, et pour des très gros studios que tout le monde respecte à la base. Regardez Rockstar Games par exemple, le studio ultime que tout le monde respecte et qui a su garder son aura d'éditeur prestigieux qui n'apparaît que pour mettre des grosses claques et qui, il y a maintenant 2 ans, a brisé la confiance de ses joueurs avec la catastrophe qu'a été GTA. Ah ouais, ça. Oh! C'était leur pire idée, hein. Jamais vu. Trilogie. Ou même d'ailleurs GTA V qui s'est vu offrir un remaster d'un remaster et qui a traversé 3 générations de consoles. Ou même encore, plus récemment, le portage de Red Dead Redemption à 50 balles sur Switch qui n'ajoute strictement rien au jeu original. Vous vous en doutez, si des studios comme Rockstar n'en ont plus rien à foutre, le reste ne vont pas s'en priver. Et on se retrouve alors avec un marché saturé par les suites et remasters en tout genre qui n'apportent plus grand chose si ce n'est de fausses bonnes idées. Maintenant, sans Et compter les remasters, etc. bien sûr, Oh là. Sans compter les remasters, etc., les jeux les plus intéressants, c'est des petits studios, des jeux qui sortent de l'ombre, entre guillemets. dans tout ça, comme dans n'importe quelle industrie, ce n'est pas forcément les studios qui sont à blâmer. Si la nostalgie marche autant au point où ça en devient un argument de vente, c'est car, comme on l'a vu avec les autres chapitres, les joueurs sont nostalgiques. Ils ont envie de retrouver une expérience passée, quitte à racheter des énièmes suites ou refontes pas forcément abouties. En plus de ça, quand il y a de l'innovation, ce n'est pas rare de voir les gens gueuler et dire que c'est nul au point de faire de votre bande-annonce l'une des vidéos les plus dislikées Nah. Faut pas dire re. Ouais. de l'histoire de YouTube, pour revenir ensuite quelques années plus tard et dire que le jeu n'était pas si mal en vrai. Ah là là, satanée nostalgie. Et du coup, avec tout ça, on voit bien qu'on assiste juste à la simple loi du marché. Des studios qui font face à énormément d'enjeux et qui doivent limiter le risque, qui arrivent dans une époque où il est très dur de Comment ça, pas de rap ce soir, first? Non! C'est bon, monsieur, toi, tu sais très bien que j'allais dire ça. Oh, t'as fait trouver exprès. de nouvelles bonnes idées tant le marché est saturé, et qui doivent en plus de ça rester productifs tout en plaisant à tout le monde. Forcément, capitaliser sur ce qui a le plus de chances de marcher devient alors un choix logique, quitte à décevoir les fans de la première heure, ou à faire parler 2-3 youtubeurs. Avec cette vidéo, j'ai voulu voir quel impact pouvait réellement avoir la nostalgie sur le jeu vidéo et les joueurs directement. Un sentiment avec lequel j'entretiens moi-même une étroite relation et qui, avec les vidéos que j'ai pu faire, montre bien Jamais je te dirai pardon, par contre, hein.
Abuse pas, non mais oh! C'est toi qui dis re. Moi, j'ai juste dit nar. C'est tout! Tu comprends peut-être pas le sens de ma phrase, mais voilà! Son lien si fort avec l'univers du jeu vidéo, un Voilà. domaine dans lequel le passé et le présent s'entremêlent de façon unique. Bien sûr, je ne me considère expert de rien du tout, et j'ai juste voulu vous partager ma propre perception de la chose en me basant sur quelques sources sans prétendre détenir une vérité universelle. N'hésitez d'ailleurs pas à me partager votre point de vue. Mon intention n'était pas de généraliser toute l'industrie du jeu vidéo, mais plutôt de mettre en lumière les nuances de la nostalgie et son impact parfois ambigu sur les joueurs. Et en effet, dans les jeux vidéo, la nostalgie peut être à double tranchant. D'un côté, elle ravive des souvenirs précieux et renforce notre connexion personnelle avec les jeux, de l'autre, elle peut mener à une certaine déception. Arrête d'essayer de le recruter, toi, là! C'est une dinguerie, ça! Ça s'appelle du vol! Il dit pas de raft et... Oh, vas-y, c'est bon, vous saoulez. Où la réalité du présent ne correspond pas à l'idéalisation du passé. Et cette dynamique affecte non seulement notre expérience en tant que joueur, mais influence également les tendances de l'industrie. Et d'ailleurs, même là, rien n'est tout blanc ou tout noir. On peut se dire que ces tendances que suivent les gros éditeurs à vouloir jouer de la nostalgie constamment peuvent mettre en lumière la catégorie des jeux indépendants. Libres des contraintes de la grande production, on y trouve souvent des expériences authentiques et innovantes, donnant parfois vie à des titres devenus absolument légendaires avec le temps. Enfin bon, même si ici j'ai fait le choix de parler du lien étroit entre la nostalgie et le jeu vidéo spécifiquement, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur le rôle plus large de la nostalgie sur notre culture de manière générale. Que ce soit sur les réseaux, d'autres médias ou dans tout type d'industrie de manière plus globale, on voit la nostalgie se répandre de plus en plus et trouver davantage sa place dans nos esprits et Le nos choix quoi? du quotidien. J'ai pas Peut-être compris que faire. cet essor de la nostalgie a un lien avec le climat actuel et l'avenir incertain auquel on fait face. À se demander si en se tournant vers le passé, cherchons-nous du réconfort ou alors une fuite face aux défis du présent. Et sur ça, j'aimerais finir sur une question ouverte que je pose directement à vous. Quel avenir envisager pour un monde de plus en plus tourné vers le passé? C'était Leaf. Merci de m'avoir écouté. De rien. Oh, ça va, c'était une bonne vidéo. Et je vais mettre ma petite réaction sur le Discord déjà, avant d'oublier. Leaf, check. Je vais mettre mes réactions sur les trois au moins. Je suis sûr. Oh, mais Cookie m'a rajouté une vidéo encore! J'en ai pas assez! Merde! Tu veux que je te spamme le lien du jeu sur Discord pour être sûr que tu le saches? Quel lien du jeu? Je comprends pas, bizarre. Bizarre, bizarre. Bref. On va passer à la vidéo de Polyurf. Oh non, j'ai oublié un truc! J'ai oublié un truc, attendez. On retourne en l'air. Êtes-vous nostalgique? Ah, stylé. Hop. Ensuite, Polyurf. Tacticien russe qui est en train de marquer Valorant. Ok. Vous savez ce que c'est le plus grand accomplissement possible pour un coach? Dit comme ça, la réponse apparaît simple, remporter un titre mondial avec son équipe. Mais il faut pas oublier que la grande majorité des entraîneurs, avant de devenir entraîneurs, c'était aussi des sportifs de haut niveau. Et évidemment, l'aboutissement de ce genre de carrière, c'est de gagner un titre mondial en tant que joueur et en tant que coach. Et là d'un coup, il y en a beaucoup moins. Par exemple dans le foot, il y en a que 3, Mario Zagallo, Franz Beckenbauer et Didier Deschamps. Et en e-sport, c'est aussi très rare. D'ailleurs, le mec dont on va parler aujourd'hui, ça tombe bien, c'est son rêve, et il est peut-être en train de le réaliser. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé que j'allais vous parler de Andrew Sholokov, plus connu sous le pseudonyme de Eng, un monstre de travail qui a mis terme malheureusement trop vite à une très belle carrière de joueur, afin de devenir un des plus grands entraîneurs du monde des FPS, et aujourd'hui clairement celui avec le plus de potentiel, avec de l'or dans les mains et du diamant brut dans la tête. Incroyable montage. Alors quand j'enregistre cette vidéo, on est le 13 janvier, exactement 31 ans en arrière, le 13 janvier 1993, naît Eng quelque part en Russie, dans un pays qui sort tout juste de la guerre froide, seulement 2 ans après la dissolution de l'Union soviétique. Dans ce contexte mitigé, Eng il va grandir en étant plutôt calme, assez discret, il parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup de blagues, bref,
on l'entend pas souvent. En revanche, il a deux particularités qui lui font sortir du lot. D'abord, il fait du sport, mais genre beaucoup de sport, il a quasiment touché à tout en étant enfant, genre du basket, du baseball, du volley ou même du foot. Et son deuxième truc, c'est son sérieux. Ouais, si à cette époque de notre vie, beaucoup d'entre nous étaient plutôt agités ou dissipés, bah lui, il était déjà assez rigoureux, discipliné, et pas le genre de mec qui va faire des vannes toutes les 2 minutes. On le voit encore aujourd'hui sur son compte Twitter, la grande majorité de ses tweets, c'est soit des trucs professionnels, soit lui qui retweet des annonces de pros qui recherchent des teams. Et ça, il le fait depuis 2018, depuis qu'il est actif sur le site en gros. En grandissant, il se désintéresse peu à peu du sport traditionnel pour se découvrir une nouvelle passion, les L'e-sport. jeux vidéo. Et comme beaucoup de jeunes russes à l'époque, les jeux vidéo qui marchent le plus, c'est les FPS, et surtout les FPS de guerre. On est au début des années 2000, la Russie commence à refinancer son armée massivement et va mettre un certain budget au développement de pas mal de jeux de simulation de conflits historiques, avec des jeux comme IL-2 Sturmovik et Battle of Stalingrad, ou La Vérité à propos de la 9ème compagnie. Bref, en Russie, on aime bien les jeux de guerre, et le jeu de guerre qui domine tous les autres, c'est Counter-Strike. Et comme la majorité des jeunes du pays, Eng il va découvrir les FPS compétitifs grâce à CS... Ah bah pas du tout en fait. Eng il va découvrir les FPS compétitifs pas grâce à CS, mais grâce à un autre jeu qui s'appelle Point Blank, une sorte de copie coréenne de Counter-Strike avec des environnements destructibles qui sera exporté en Russie en 2009 quand Eng a 16 ans. Et comme un match compétitif de Point Blank ça ressemble à peu près à ça, et bah je vais passer assez vite. On dirait une fête foraine. Point. À peu près à ça. Et bah Pour moi, c'est une fête foraine, non? je vais passer assez vite dessus, d'autant plus qu'il y a vraiment très peu de ressources sur son passage sur cette scène. J'ai retrouvé genre 2-3 vidéos où on le voit avec son équipe AOXE que je vous passe actuellement. D'ailleurs, il se fera quand même un assez gros nom sur la scène russe. À seulement 20 ans, il devient capitaine d'équipe et gagnera même les championnats du monde de Point Blank en 2013, son tout premier titre international en tant que joueur. D'ailleurs, une petite anecdote qui peut être cool à raconter, c'est l'origine de son pseudo. Sur Point Blank, il faut évidemment choisir un pseudonyme et le nombre de caractères est limité à 4 caractères. Quand Eng découvre le jeu, il a à côté de lui un tube de lingette nettoyante avec écrit ENG dessus, donc il récupère juste les lettres et comme il pensait qu'il était plutôt fort au jeu, il s'attribue la lettre H du mot Orochi qui signifie bon joueur. Donc à cette époque, notre protagoniste c'est un adolescent, et un adolescent plutôt prometteur sur la scène des FPS. À ce moment de sa carrière, il a la bonne idée de se dire que Point Blank c'est pas un jeu exceptionnel pour avoir un métier dans l'e-sport, donc il se décide de changer de registre du tout au tout. Entre 2013 et 2016, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il a fait, il y a pas de vidéo, pas de photos, juste une espèce de best-of en janvier 2014 qui annonce son départ de la scène Point Blank et de l'équipe AOXE, au plus grand regret de ses fans. Et du coup comme il avait la vingtaine, perso je pense qu'il s'était concentré surtout sur ses études et sa vie personnelle, avant l'arrivée d'un jeu qui va le faire sortir de sa retraite anticipée, un jeu qui bénéficie à l'époque de sa sortie une hype énorme et un potentiel e-sportif bien plus intéressant que Point Blank. Je parle bien de Overwatch, le bijou Le 1, pas le 2. Hein? gâché par Blizzard. Alors on s'attardera sur Overwatch en lui-même dominerai. plus tard, mais ce qu'il faut savoir c'est que Eng il va évoluer chez la team Rockstornado. En gros il s'est mis avec des potes à lui forts au jeu et ils font pas mal de compétitions ensemble entre 2016 et 2018. En 2017 il joue dans une autre équipe qui s'appelle Secta, mais c'est les mêmes joueurs que Rockstornado, ils ont juste changé de nom. Et c'est en 2018 que les choses intéressantes vont commencer pour Eng. Blizzard crée les Overwatch Contenders, une ligue e-sport juste en dessous de la prestigieuse Overwatch League, un peu comme une Ligue 2 quoi. Cette ligue c'est un moyen de faire jouer le monde entier car la Overwatch League elle est quand même très centrée sur l'Amérique avec quelques équipes chinoises ou coréennes et une seule équipe européenne, alors que dans les Contenders, les saisons se font dans chaque continent et c'est censé permettre à des talents d'émerger, des talents comme Eng. Dans ces Overwatch Contenders, il y a globalement 3 types d'équipes. D'abord il y a les équipes académiques des grandes équipes en Overwatch League, c'est un truc qui se fait beaucoup en e-sport avec une équipe principale dans la grande ligue et une équipe B qui joue en division inférieure avec des opportunités de montée ou de descente. Ce qui est pratique avec ce genre d'équipe, c'est que les joueurs moins expérimentés peuvent profiter de l'encadrement d'une grosse structure, ce qui est indispensable au développement rapide et sain d'une carrière en e-sport. Bon malheureusement tout le monde n'a pas la chance ni le niveau d'être pris dans une académie, donc il reste des équipes e-sport qui ont pris la décision de payer une équipe uniquement pour la ligue secondaire, soit par manque de moyens, soit tout simplement car les équipes n'ont pas toutes les mêmes ambitions. Et après, si vous trouvez toujours pas d'équipe, il reste une solution. Cette solution c'est les mix.
Et les mix, c'est assez simple, c'est juste des joueurs qui se réunissent pour jouer ensemble, souvent ils sont potes ou ils pensent qu'ils peuvent avoir une plutôt bonne alchimie. La plupart du temps, les mix, ils sont formés de rejets du mercato, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas trouvé d'équipe pendant la phase de recrutement et qui décident de se mettre ensemble pour la saison. Il y a déjà des grosses équipes qui ont émergé de mix, genre Gentlemates, l'équipe de Squeezie, Gotha et Brooks. À la base sur Valorant, bah c'est un mix, c'est des joueurs qui n'avaient pas trouvé d'équipe et qui ont décidé de jouer ensemble. Le truc compliqué avec les mix, c'est que souvent il y a zéro budget, comme il n'y a aucune structure derrière pour supporter financièrement parlant le roster, et malheureusement pour Eng, c'est sur ce format qu'il va devoir se rabattre. Même avec un trophée de champion du monde qui date de 3 ans sur un autre jeu, il doit encore faire ses preuves. Et je dis malheureusement, mais ce mix, il était plutôt pas dégueu en vrai, il y avait parmi les meilleurs joueurs de toute l'Europe de l'Est, et la totalité du roster ont été dans leurs équipes nationales respectives, dont Eng. Mais l'accès à la Ligue Contenders, elle est pas non plus gratuite. Pour accéder aux Overwatch Contenders, il faut performer aux Contenders Trials, et pour avoir l'occasion de jouer les Contenders Trials, il faut performer en Open Division, une ligue ouverte, c'est-à-dire où tout le monde peut s'y inscrire. Compliqué. Il y avait environ 300 équipes pour 8 places à la saison 1 de l'Open Division en Europe quand l'équipe de Eng est arrivée, un mix qui s'appelait 6 Hope, et si on traduit en français le nom de l'équipe, ça donnerait l'espoir de la communauté des États indépendants, le terme signifiant la communauté des pays intégrés, basée sur l'union douanière russo-biélorusse de 1995, bref, l'espoir des pays de l'Europe de l'Est en gros, hein, c'est pas une chaîne de géopolitique ici. En tout cas, l'équipe 6 Hope va finir à la 5ème place de ce tournoi, ce qui est pas incroyable, je vous l'accorde, il y avait plein d'autres équipes européennes devant, genre les Hungry Titans ou les terrifiants Orgless and Hungry, un autre mix avec des joueurs qui sur le papier méritaient clairement d'être en Overwatch League, mais ça c'est pas important. Pour l'instant, les 6 Hope sont qualifiés aux trials européens, tous jouera à ce tournoi qui se déroulera sur 3 semaines. Et c'est ici que Eng va vraiment marquer les esprits. Overwatch en 2018, ça se joue en 6 contre 6, avec 3 rôles, tank, DPS et support. Et on va s'attarder sur le rôle de support car c'est celui-là que joue Eng. Donc Eng, il joue surtout des personnages comme Lucio ou Mercy. Mais encore une fois, c'est une bête de travail, alors il a appris à jouer parfaitement tous les personnages support et c'est jouer n'importe quelle méta. Même si on remarque un style plutôt agressif, avec une tempo propre, et bien sûr, comme à son habitude, il était le capitaine de l'équipe. Le shoot caller, le leader, bref, c'était lui qui menait l'équipe et c'était lui qui faisait rayonner l'Europe de l'Est. Pendant les 3 semaines de trials, les 6 Hope démolissent la compétition en ne perdant seulement un match contre Orgless and Hungry, la team qui finira numéro 1 du tournoi. Et ainsi, en passant par la grande porte, l'équipe de Eng se qualifie pour les contenders européens, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le but, quand on est dans la scène FPS, c'est pas de rentrer dans des ligues ou de gagner des matchs. Le but, c'est de faire des LAN, c'est-à-dire des tournois dans la vraie vie. Les LAN, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans la culture des FPS. Tout le monde se Comment ça va Dogby. réunit, les joueurs et les équipes se rencontrent, les communications dans le jeu peuvent se faire directement de voix à voix, et les LAN, c'est surtout les histoires, les émotions. Un match en online n'aura jamais la même issue et la même saveur qu'un match en LAN, avec un public, une énorme tension sur les joueurs, et c'est souvent en LAN qu'on a vu les plus grands moments de l'e-sport. Il y a 12 équipes dans la ligue, et il faut être dans les 8 premières pour participer à la LAN en Pologne, et Eng et son équipe sont plus que prêts. On a vu en saison 1 des Contenders, c'est une équipe très régulière, les 6 Hope qui tiennent leur style de jeu, et qui grâce à ça, on va dire évoluent, mais qui restent toujours dans une régularité quand même assez incroyable. Et de trouver la tête de son nom, de la fatale opposée, hein, mais Charik qui est venu chercher Naga, c'est tellement bien joué ici du côté de CSO. Comme on peut peut-être le retour de Dridro qui a décidé de prendre son Lucio, mais ça ne suffira pas, j'ai l'impression, et ça va être la victoire pour l'équipe des 6 Hope 2 à 1. Ils font une saison très bonne, 4 victoires pour une défaite, et celui c'est la seconde place de leur groupe. Ils sont donc qualifiés pour les playoffs, qualifiés pour la LAN. Leurs premiers adversaires est tout simplement Orgless and Hungry, l'équipe contre laquelle ils ont perdu en trials. Il fallait montrer que cette équipe des 6 Hope savait s'adapter, il fallait montrer que les joueurs méritaient leur place. Ouais, 6 Hope qui se lance à l'assaut, un kill récupéré très rapidement sur Emile, un book out par Eng, c'est bien joué derrière Visibility qui a été obligé d'utiliser la visière tactique. On a essayé de prendre l'ascendant sur leurs adversaires, mais malheureusement c'est un ulti qui ça, c'est une map très restreinte. pour Moi, j'aime Orgless pas and trop. Hungry. Et les 6 Hope qui le travail des supports des 6 Hope ici à Tao. Kenzie qui s'est fait tenir à rien, on a vu CHP qui était à moins de 100 Tao, c'est incroyable, 4 maps, 2 victoires seulement, 1 partout, on va aller chercher le tiebreaker, c'est encore plus tendu que tout ce qu'on avait pu imaginer. L'équipe des 6 Hope, et ça va être sans aucun doute la victoire, le point qui va être recapturé, et l'overtime qui va toucher à sa fin, et les 6 Hope qui s'offrent ce billet en demi-finale. L'élimination après un tel... Ça se finit sur 2-1 pour 6 Hope, mais avec 2 matchs nuls, donc en tout 5 games. 2 heures de match et finalement les 6 Hope prennent leur revanche et ils avancent en demi-finale des playoffs des Contenders, où ils perdront 3-1 contre les British Hurricanes, les gagnants du tournoi. En tout cas, Eng et son équipe s'étaient hissés comme les meilleurs
meilleurs joueurs de l'Europe de l'Est de la Ligue, et peut-être même du monde. Et leur résultat est tellement impressionnant qu'ils se font repérer et signer par la structure Winstrike, une grosse team russe avec un vrai budget. Sauf que mi-2018, il y a une certaine méta qui va arriver sur Overwatch, la méta GOAT. Alors GOAT, c'est le nom d'une petite équipe qui a détruit les Open Division américains en ne perdant qu'une seule game et qui ont battu des énormes équipes comme NRG eSport. Et pour faire ça, ils avaient une stratégie très simple, toujours la même, et personne n'y avait pensé, la composition GOAT. A cette époque sur Overwatch, vous étiez pas obligé de jouer 2 tanks, 2 supports et 2 DPS. Si vous vouliez, vous pouvez avoir des teams avec 6 tanks par exemple. Bah mi-2018, on a l'arrivée du personnage Brigitte qui était vraiment très fort. Brigitte c'est un personnage support qui peut donc soigner les adversaires, mais elle les soigne juste beaucoup trop, donc la team GOAT ils se sont dit, si on jouait 3 GOAT avec 3 supports, ça rendrait nos tanks quasiment immortels, et après on a juste à se concentrer sur les ennemis un par un et bien vu. Cette stratégie elle était juste trop forte, parce que si bien exécutée, la seule manière de battre une compo GOAT, c'est de jouer une compo GOAT aussi. En termes de playstyle, c'est une compo ultra axée teamplay et basée sur les cooldowns de capacité que tu dois forcer si tu veux prendre des kills ou de l'espace et qui demande énormément de rigueur. Et malheureusement en Europe, c'était pas Winstrike qui étaient les meilleurs avec cette méta. Alors ils sont pas mauvais, ils finiront quand même 4ème de la saison 2 des Contenders, mais ils se qualifieront pas à la LAN. Pour la saison 3, ils essayent de se remettre en question, de jouer une méta un peu différente où ils vont pas mal jouer Mei, un perso joué par quasiment personne d'autre à ce moment-là. Et malheureusement, ça va pas super bien marcher. La saison 3 des Contenders, et la fin de l'année en général, est un échec total pour Eng. La Russie ne se qualifie même pas au championnat du monde pour l'année 2018, et le début de la saison 2019 n'annonce rien de très rassurant. À cause de leur mauvaise fin d'année 2018, les Winstrike doivent refaire les trials pour pouvoir jouer en Contenders en 2019, et si en 2018 les trials c'était assez facile vu que 6 des 8 équipes avaient une place en Contenders, bah c'est plus pareil maintenant. En 2019, pour accéder aux Overwatch Contenders, il fallait être dans les 2 meilleures équipes des Trials, et la première semaine se lance pour Winstrike dans une ambiance assez bizarre. Le 8 février, Winstrike se retire de Overwatch compétitif et abandonne complètement leur roster qui redevient 6 Hope et qui va d'ailleurs perdre son coach Ilka. Sans coach, Eng deviendra automatiquement le coach de la team. Pour ces Trials, il aura donc la double fonction, et la première semaine dans ces conditions se passe assez mal. Après une semaine compliquée, en 1 victoire pour 2 défaites et à la surprise générale, Eng et ses compagnons décident de se séparer le 11 février 2019, annonçant la fin de l'aventure 6 Hope. Mais pas exactement la fin de la carrière de Eng, car même s'il ne se qualifie pas pour les Contenders Europe 2019 avec 6 Hope, il y jouera quand même en se faisant recruter par la structure OnePoint, une structure d'ailleurs en grande majorité française avec des gars comme Tech36 ou Flippy. Un roster bien sympa qui malheureusement va un peu flop avec un petit top 6, et on s'approche très vite du dernier tournoi de la carrière de Eng. Et ce tournoi, c'est les championnats du monde. Alors comme tous les sports, quand il y a des championnats du monde, c'est toujours la compétition la plus prestigieuse. Certains pays, comme les USA, la Chine ou la Corée, rêvent bien sûr de la gagner, c'est leurs objectifs, et pour d'autres pays, les objectifs sont plus petits. Soit c'est de bien performer, soit tout simplement c'est de se qualifier au championnat du monde. Sur Overwatch en 2019, il n'y a que 10 équipes qui peuvent se qualifier au championnat du monde, et pour en faire partie, il faut soit être dans les 5 pays les mieux classés au National Ranking, soit être dans les premiers de sa poule au tournoi préliminaire des Worlds. Les 5 pays au sommet du ranking qui sont donc qualifiés d'office au championnat du monde de 2019, c'est la Corée du Sud, le Canada, la Chine, la France et les États-Unis. De son côté, la Russie, ils sont numéro 9 du classement mondial, et donc ils doivent finir premier de leur poule du tournoi qualificatif. L'année dernière, en 2018, la Russie avait échoué à se qualifier à ce tournoi en tombant contre la Corée du Sud au qualifier, une Corée du Sud qui partait tout droit chercher le titre. Ça pouvait pas se passer une deuxième fois comme ça. Eng est un joueur de sélection internationale, il ne pouvait pas se permettre de ne pas participer au Worlds. Je suis en train de m'endormir. Non, mais je dors pas. 2 années d'affilée, il avait lui et son équipe beaucoup de choses à prouver. На фаре это имба, вы должны это помнить и знать, потому что это, ребята, не только старые легенды, это есть матрица. И вот такой дэмэдж прямо по фронтлайну. Минус Сэм, минус вражеская Ариса, минус Маго. Не России в первом матче чемпионата. Oui, bon, c'est bon, j'aime pas... Остается Мэй, который... Après la Non, je pensais pas être aussi fatigué que ça. Et je me suis levé à 11h, frère, je vois pas le problème. J'ai bien dormi. qualification, la Russie ira pas plus loin et sortira de sa poule pour les Worlds, même si c'est important de noter qu'ils ont quand même gagné un match contre le Canada. Et c'est comme ça que l'histoire de Eng s'arrête, en même temps qu'un tweet, où il annonce quitter la scène Overwatch
et quitter l'e-sport. Les Worlds, c'était bel et bien sa dernière danse. Ou en tout cas, sa dernière danse derrière une manette. Parce qu'avec toutes ses expériences de coach de rechange et de capitaine d'équipe, diriger une équipe sans forcément être sur le terrain, ça lui plaît bien. Et même s'il quitte le monde du Overwatch compétitif, eh bien il se décide à devenir coach. Mais pas coach sur Overwatch, parce que déjà le jeu est en train de mourir, et ensuite ça l'intéresse plus vraiment, et il y a de nouvelles opportunités, et cette nouvelle opportunité, c'est Valorant. Alors Valorant, c'est un jeu très simple à comprendre. C'est littéralement comme CSGO, mais avec des personnages différents et des pouvoirs. Donc 5 joueurs contre 5 autres, répartis dans 2 équipes, une qui doit poser une bombe et l'autre qui doit la désamorcer, voire empêcher sa pose. C'est un jeu qui demande une très bonne aim, c'est-à-dire de savoir viser, qui demande un bon sens de la stratégie, des rotations, etc. etc. Et quand le jeu sort en 2020, il n'y a pas encore de vraie scène e-sport dessus, juste 2-3 tournois par-ci par-là. Cette époque, dans l'histoire de Valorant, on appelle ça le pré-franchising, c'est-à-dire avant que Riot Games organise eux-mêmes la scène e-sport avec différentes ligues. Pendant cette ère de Valorant, Eng il va coacher un roster, celui des Fishka Vetom. Bon, encore une fois, c'est un mix russe avec des joueurs pas très connus, et pour notre histoire, je vais vous demander d'en retenir que 2, Nats et Chronicle. Vous verrez qu'ils auront leur importance à jouer plus tard dans l'histoire. Vers la fin 2020, Riot ils annoncent leur première grosse série de tournois avec du cash prize. Donc là on parle quand même d'environ 60 000 balles, c'est pas rien. Ce tournoi c'est le First Strike, il y en a un par région majeure, donc il y en a un en Europe, il y en a un en Amérique du Nord, un en Asie, et il y en a un en Europe de l'Est aussi. Ce tournoi c'est une grosse excuse pour plein de grosses équipes pour former leur roster compétitif, et Gambit Esport, une grosse structure russe, décide de signer un roster Valorant 100% russe en allant chercher un mix entre des anciens pros de FPS et des espoirs naissants de la scène Valorant. Donc Eng en coach, Nats et Chronicle des Fishka Vetom, mais aussi 3 autres joueurs qui sont Shados, Defo et le capitaine d'équipe, Sunset. Avant de participer au First Strike, il faut se hisser dans le top 4 d'au moins un des 2 tournois qualificatifs, et Gambit s'inscrit au premier avec ce nouveau roster, et même s'ils arrivent à passer leur pool sans trop de problèmes, ils vont perdre le dernier match 2-1. Ah, ça commence plutôt mal pour la carrière de coach de Eng, mais on doit remettre les choses dans leur contexte. En novembre, un peu avant le tournoi, Eng donne une interview au site vlr.gg et on en apprend plus sur lui et sur les raisons qui le poussent à devenir coach. Eng adore l'e-sport et adore la compétition. Son rêve de très loin, c'est de vivre de sa passion et de gagner des titres. Pour ça, il travaille beaucoup, vraiment beaucoup, et il aurait bien sûr préféré rester joueur. Mais il a eu plusieurs problèmes. Plus précisément, il a eu des problèmes de santé à l'épaule droite et au lombaire, des problèmes qui, s'ils n'impactent pas sa réflexion et sa vision de jeu, vont considérablement réduire son talent mécanique et rendre son aim très inconstante, ce qu'il ne peut pas supporter, et c'est pour ça que pour poursuivre son rêve, il a décidé de devenir coach. Donc Eng, s'il devient coach, c'est un peu parce qu'il aime ça, et surtout par la force des choses. Gambit offre à son roster un bootcamp de 12 jours dans une belle gaming house avec des bons PC et une bonne connexion internet, et Eng a un objectif: devenir la meilleure équipe de la région et défier les meilleurs joueurs du monde. Pour le deuxième tournoi qualificatif, les joueurs sont boostés et gagnent très facilement le tournoi, et sont donc qualifiés au tournoi First Strike de la région 6, et finiront à une décevante 4ème place, en perdant contre la team Singularity. Il manquait quelque chose. En fin décembre, Gambit prennent une décision compliquée. Ils renvoient le capitaine Sunset et prennent Redgar, un mec qui avait pas vraiment d'expérience passée particulière, on savait juste qu'il mettait une bonne ambiance dans les équipes, et on est parti. Eng trouve sa méthode de travail de prédilection. Il y en a qui pensent qu'il faut beaucoup travailler, il y en a qui pensent qu'il faut pas beaucoup travailler, mais travailler efficacement. Eng, il veut aller plus loin que la plupart des coachs de l'époque, qui sont pour la plupart des fraudes, on va pas se mentir. Eng, il travaille beaucoup, et il travaille bien. On parle de journées avec 4 blocs de scrim, donc les scrims, si vous n'êtes pas familier avec le mot, dites-vous qu'un scrim, c'est un match d'entraînement contre une autre équipe pro, donc c'est là qu'on expérimente, c'est là qu'on met en place les théories vues avec le coach. Et Eng, il organise des journées à 4 blocs de scrim en 2020, pendant que ça débat encore sur le passage aux 3 blocs de scrim par jour sur Twitter aujourd'hui, hein. Et pas juste des scrims où les joueurs y jouent et ils sont pas concentrés, des scrims à plein potentiel. Et c'est avec cette rigueur et cette discipline que Eng et ses hommes ils vont aborder le début de leur épopée, qui commencera par les VCT 6. Les VCT, c'est le nom de la ligue officielle de Valorant créée par Riot Games, et 6 c'est pour la région, toujours en Europe de l'Est. L'objectif de Eng ne bouge pas, être le meilleur de cette région et de très loin. Pour leur première saison, les Gambits vont effectuer la run parfaite. Ils vont pas juste pas perdre une seule game, ils vont pas perdre une seule map. Ils sont au-dessus de cette ligue d'Europe de l'Est et sont intouchables à cette période. C'est pas des matchs super dominants, il y a beaucoup de 13-10, 13-11 ou 13-8, c'est serré, mais à chaque fois, c'est Gambit qui gagne à la fin. Les autres équipes, aussi fortes soient-elles, ne pouvaient rien y faire. À la fin, c'est Gambit qui gagne le match. Et c'est à peu près la même chose pour la saison 2, avec une petite contre-perf contre Crow Crowd, mais rien qui va les empêcher de se qualifier au tournoi Challenger européen face aux meilleures équipes de là, les équipes qui me disent vraiment quelque chose, là, c'est surtout Team Liquid pour le coup. Tout le continent, des équipes comme Team Liquid, considérée comme une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe du monde à l'époque, ou FPX, une équipe quasiment invaincue en Europe de l'Ouest, bref, des monstres.
De plus, pour ce tournoi, les hommes de Heng, ils vont tomber sur un groupe assez dur, avec justement Team Liquid d'un côté, avec Scream au sommet de sa forme, prêt à prouver qu'il se nomme toujours la Headshot Machine, et de l'autre côté, FPX, mené par l'Ukrainien Anjouan, et avec entre les deux, les très dangereux BBL, la meilleure équipe turque de l'époque. Gambit en phase de poule, ils tombent d'abord contre FPX, et ils se font 2-0 sur le match, un match plutôt serré. Donc maintenant, pour sortir des poules et accessoirement ne pas se faire humilier en étant les seuls représentants de leur région, plus le droit à l'erreur. As Russ is taken down, Chronicle once more, he gets 2, he gets 3, and now still going out for a 4th. What is this guy doing? Robbed of the ace, and in the end it's Defo to close it out, but that was ridiculous. Yeah, I mean, I think that they're kind of identical. Oh, you have to be careful, Defo. Oh, that feels bad, man. Oh my god, Nats on the off angle. Oh, they didn't check the corner. This round is over before it begun. Oh, that is shooting that it's clear now. They're going to realize it's not the smoke coming out, but they peek before it even blooms. Lego taken down. And Oh my god. Going in for more with the updraft. Almost the 4th kill. It's left on to Aslan, tagged up a knife in his belly already in an op shot. 23 seconds, a little bit of utility, and the spike not to hand. You know, all facing you down. This is only map 1, keep in mind, and he knows that it ain't going his way right now. Defo's gonna confirm it. Gambit against the odds here in my mind. Step up in the second half after FPX. Ils réussissent à sortir de poule et malheureusement en demi-finale, juste après être sortis, ils tombent contre Fnatic, une des meilleures équipes du monde, et ne font tout simplement pas le poids. C'est d'ailleurs marrant de noter qu'ils se font éliminer contre une équipe qui a à ce moment-là un autre joueur d'Europe de l'Est, Magnob, qui vient de République tchèque, et qui avait fait un plutôt bon match. Après cette très respectable 4ème place, les hommes de Heng continuent leur petit bonhomme de chemin et se préparent pour le prochain tournoi international, les Masters de Berlin. Pour ce tournoi, Heng, il a mis les bouchées doubles, c'est pas envisageable de finir à une autre place que la première place. Mais d'abord, comment est-ce qu'ils ont fait pour se qualifier? Parce qu'avant d'aller au Masters, fallait être dans le top 4 des playoffs du tournoi européen, et il y a une équipe qui leur a causé pas mal de problèmes. Une équipe dont on va parler tout au long de cette histoire, Ascend. En demi-finale du tournoi qualificatif, Gambit tombe face à Ascend. Il y a Dieu qui est en train de lui parler là. Une équipe européenne très solide, mais qui normalement doit pas faire peur à Gambit. Et pourtant... Bon ok, ils perdent, mais au final ils remontent le loser bracket et prennent leur revanche sur Ascend, donc pas de raison de s'inquiéter. Pour les Masters de Berlin, après une phase de poule un peu tumultueuse, Gambit tombe contre un gros poisson, Vision Striker. Vision Striker, c'est une équipe sud-coréenne qui tout simplement avait réalisé une série de plus de 100 matchs sans défaite, un gros morceau, mais pas un problème pour Gambit. Et ensuite, bah c'est la ligne droite, 2-0 G2 avec un 13-0 très mémorable, et 3-0 Envy en grande finale. Bref, après les Masters de Berlin, une chose est claire, les favoris pour les championnats du monde, c'est Heng et Gambit. Et au premier championnat du monde, bah ils ont de la chance parce qu'ils tombent sur une poule relativement facile, en tombant contre plein d'équipes de régions mineures, comme Team Secret ou Team Vikings, donc rien qui va les empêcher de finir premier de leur groupe. Et après un match oubliable face à Xtensi, ils jouent contre Crew Esport. Et là on doit s'arrêter un moment. On parle peut-être d'un des matchs les plus importants de l'histoire de Valorant, parce que Crew là, à ce moment-là, ils sortent vraiment de nulle part. Ils viennent d'une région mineure, l'Amérique du Sud, et ils ont déjà éliminé 2 favoris des championnats du monde, en détruisant les rêves des Sentinels de Tenz et des Fnatic de Booster. Donc les Crew, ils ont un momentum incroyable, et ils font très peur. C'est un BO3, le premier à 2 victoires gagne, Gambits prennent la première map, Crew gagne la deuxième, tout va se jouer sur la dernière carte, Bind. He has to just stick it, and with his teammate down, they just need to rush it. Perfectly handled by Crew. It is 5-1. Straight through from Nats. He's looking to try and take the fight. He wins it. Opening jewels coming left, right, and center for Gambit. A huge start in this round. It was looking like this was all Crew with everything they had. The dash out buys them a little bit of space, but they get no kills on the back of it. Crew are shutting them down. Back-to-back pistols and 9 on the board. Last pack as well. Nobody seen. Mais c'est un petit peu pour éviter de mourir dans la nuit des oreilles. À un moment donné. Going huge in this round. He's found 4 and really saved Gambit's behind. Clear this extra. Oh, 12-10, ils sont remontés. Two are gonna go down. Nats goes huge as well. Gambit Ils looking to ont take us all the way to overtime unless Klaus can do something. 12. No, it's going to be OT on the final map. 12 seconds left on the clock. They need to plant the 15-16. They're getting it down, and it looks like they've got the round in the bag. The attack for Crew. Oh, he's on the back side. They won't expect him already. Nat's able to take one, and he'll take the second. 18-16. 16. What the fuck? Take it across the line. Ça va, pas trop long. We're going to
18-16. Normalement, c'est le premier à 13 avec 2 points d'écart qui gagne la map. De manière quasiment miraculeuse, Gambits remporte la game LBO, mais on est passé à un rien du drame. Et un match comme ça juste avant la grande finale, c'est fatigant. D'autant plus que les adversaires qui attendent Gambits en finale, c'est pas n'importe qui, c'est Ascend. Et même si sur le papier, Gambits est largement favorite, sur le terrain ça va être un peu plus compliqué que ça. This is what it comes down to. One more man to stand. Putain, ils viennent de faire 18 rounds. All the hours you've put in. Thousands upon thousands is down to a 1v4 and it's done! Ascend! The first of their kind to etch their names in the history books. And they did it in the shadows, surprising so many. Celle-là, elle va laisser des traces. Gambits était si près du but, à une map de devenir champion du monde et de marquer l'histoire en enchaînant première place au playoff, première place au Master et première place au Worlds. Ascend n'était même pas dans les 5 meilleures équipes du monde à ce moment-là, ils étaient juste meilleurs que Gambits ce jour-là, et se relever d'une défaite pareille si proche du titre mondial, c'est pas toujours facile. D'autant plus que début 2022, pour enfoncer le clou, il va se passer un petit truc en Russie. Je sais pas si vous avez suivi les infos un peu, on en a parlé vite fait. Malgré un début de VCT 2022 plutôt encourageant pour Gambits, la guerre bat son plein en Europe de l'Est et Riot Games prend la décision d'interdire toutes les structures russes de participer à la compétition, et Gambits en fait partie. La structure est donc obligée de fermer ses portes. Alors si l'équipe a plus le droit de jouer, on est d'accord que c'est pas juste, parce que les joueurs en soi, ils ont rien à voir avec le conflit, donc ils ont quand même le droit de jouer en VCT, mais sans structure, sans budget, et forcément avec un coup au mental assez fort, en plus de devoir vivre dans un pays en guerre, ce qui est pas super drôle. Le roster se rassemble donc sous le nom de M3 Champions et va terminer à la 6ème place pendant la première saison régulière, donc pas de qualification au Masters, et 4ème pour la 2ème saison régulière de l'année, donc pas de qualification aux Worlds non plus. Heureusement en 2022, pour les championnats du monde, Riot met en place le Last Chance Qualifier, une sorte de gros tournoi pour les bonnes équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier au championnat du monde, et en gros, l'équipe qui gagne le tournoi, ils peuvent aller au World. C'est une sorte de repêchage en gros. Et au premier tour des Last Chance Qualifier, devinez sur qui Gambits y tombe, au tout début du tournoi là. Ouais, sur Ascend, encore, et ça commence assez mal. Heureusement, Nats était là pour sauver la journée en sortant un énorme match. Ensuite, ils battent OG et Team Liquid pour arriver en finale. C'est des matchs longs, fatigants, souvent très serrés, et en grande finale, ils retombent encore une fois sur Team Liquid. Le Team Liquid où Scream retrouve son frère Nivera, et malheureusement pour Eng, le destin était du côté des Belges ce jour-là. M3 échoue à se qualifier au championnat du monde, et l'équipe se sépare. Certains joueurs rencontrent un avenir assez brillant, avec Chronicle qui signe chez Fnatic, avec qui il gagnera les Masters de Tokyo, et sera considéré comme une des meilleures équipes du monde en 2023. Redgar et Nats, ils vont signer chez la Team Liquid par exemple, et finir premier de la Ligue européenne en 2023, pendant que d'autres vont avoir plus de mal à se reconstruire. Déjà le joueur Shadow s'y rejoint Koi, avec qui il floppera monumentalement en Europe, et Defo de son côté, il va enchaîner plusieurs équipes moyennes sans rencontrer de vrai succès. Et pour Eng, ça va également être un peu dur. Quelques mois après la séparation, Eng signe dans l'équipe suisse Bonk, et même si l'équipe fait d'assez bons résultats, en finissant d'ailleurs 2ème à la Coupe de France, en battant la Carmine Corp, et seulement 2 semaines après sa signature, il est écarté du projet. Il retrouve bien une place chez TSM aux États-Unis dans les Valorant Challenger, la ligue en dessous des VCT en gros, mais en tant qu'assistant coach, et la saison se passe très mal. TSM est décevante, à un point qu'en juin 2023, TSM se retire tout simplement du jeu, et Eng se retrouve au chômage. Comment expliquer ces performances assez mauvaises? Déjà, on sait que TSM, niveau encadrement, ça doit facile être une des pires équipes du monde, avec une société qui s'effondre sous les dettes et des polémiques à peu près tous les mois. De plus, quand on est assistant coach, on n'a pas tant de pouvoir que ça, et c'est le point principal que j'aimerais aborder. Eng, il brille quand c'est lui qui fait le roster. Bonk, il a rejoint le projet en cours de route et est très vite parti, donc c'est pas vraiment significatif. Et pour TSM, en tant qu'assistant coach, il avait pas trop son mot à dire, et c'était Daeda, le coach principal, un assez bon coach sur Rainbow Six Siege, mais clairement une énorme déception sur Valorant, où il a jamais rien gagné, encore une preuve de l'incompétence de TSM. Et ça, tout le monde en est conscient, mais c'est quand même dur d'accorder sa chance à un gars dont la dernière bonne performance date de 2021, quand on est fin 2023. Pour se refaire, il lui faudrait une opportunité légendaire, le genre d'opportunité qu'on a qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce que vous connaissez la Carmine Corp ? Très vite fait, pour ceux qui sont pas familiers avec l'équipe, la Carmine Corp, c'est une équipe créée en 2020 par le streamer Kameto et le youtubeur Prime, et en 2023, ils avaient une place en VCT Europe avec un beau roster qui a complètement foiré à satisfaire les espérances en finissant dernier de la ligue, et la Carmine prend alors une décision importante, ne pas faire un roster francophone, se diriger vers l'international. Mais la prestigieuse Carmine Corp a un avantage par rapport aux autres équipes. D'abord les fans, c'est clairement l'équipe en Europe avec le plus de fans et surtout avec les fans les plus engagés, et c'est ça qui compte le plus. Également la KC, c'est une des meilleures équipes d'Europe sur le point de l'encadrement et du management des joueurs. Tous ceux qui y sont passés s'accordent sur ce point, c'est l'équipe qui s'occupe le mieux de ses joueurs en Europe. Il était temps de construire le roster et Eng est choisi en coach principal,
Et c'est pas pour rien. Au fil des ans, Eng il s'est construit un réseau très bon. Il parle à des joueurs, à des CEO, à des agents de joueurs, ce qui fait aussi de lui un des meilleurs scouts du monde, et on peut facilement imaginer qu'il s'est rapproché de la Carmine en participant à la Coupe de France fin 2022. Et quand je dis que c'était une opportunité parfaite, ça l'est vraiment, parce qu'honnêtement, aucun grand coach qui est allé aux Worlds l'année dernière va prendre le risque d'aller dans une équipe qui a fini dernier des VCT européens. Eng, de son côté, c'est clairement le meilleur profil de coach venant du tier 2 qui soit disponible, et en compagnie de Zeish et de Clément, le directeur sportif, ils vont se mettre à préparer le roster. Il aura fallu plus d'1 mois d'essai pour trouver un groupe qui fonctionne bien. Et les joueurs, pour rejoindre une équipe qui est considérée comme la plus mauvaise de sa région, il faut une bonne raison, et je vous laisse découvrir leur raison. I respect Eng a lot, and my old coach also told me that if I had to make a decision between the teams, that Eng is a really good coach. I got the opportunity mainly from interest from Eng, our head coach. But for me, the main point was the Eng. The biggest reason was Eng. I knew his value, so I really wanted to play with him. Et comme cette équipe, selon moi, elle va remettre Eng à sa place de grand coach international, laissez-moi vous la présenter un peu. Donc déjà, conservé du roster de l'année dernière, vous avez Shin, je vais pas trop m'attarder sur sa carrière, ça va bientôt faire 3 ans qu'il est chez la prestigieuse, et on peut dire qu'il aura été présent dans les meilleurs, comme dans les pires moments de la structure. Au poste de capitaine, on retrouve Magnum, le tchèque, vous savez l'ancien de chez Fnatic là. Et lui, il a une grosse carrière derrière lui, genre des secondes places à des Masters, des quarts de finale aux Worlds, ainsi qu'une 2e place au tournoi de l'Ascension en juillet dernier, sauf que jusqu'à maintenant, Magnum, il était smoke, et désormais au sein de la Carmine, il sera in-game leader, genre capitaine, ce qui va être un gros changement pour lui, mais qui a l'air d'être un trait de sa personnalité assez naturel. Ensuite, on a le chouchou de l'équipe, la future star, un autre tchèque, Martin, clairement un des meilleurs joueurs de la scène italienne et un des plus grands espoirs de cette ligue européenne. Il est motivé et souhaite devenir le meilleur joueur de la ligue, et beaucoup d'analystes semblent penser que c'est le joueur qui va le plus choquer en 2024. Ensuite vient Narrate, un américain qui jouait chez Mad Lions en Challenger, dans la même ligue que Eng, et qui était très bon individuellement, mais avec une équipe qui était catastrophique, qui l'a propulsé tout en bas du classement. Malgré ses perfs pas terribles en équipe, Narrate a toujours intéressé Eng, donc pas de raison de s'inquiéter. Et enfin, on va parler du jeune prodige portugais Thomas Z, un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de son pays, et un mec qui a fait une excellente perf au tournoi Ascension. En bref, on a une équipe jeune, avec beaucoup d'individualité, et une équipe qui a beaucoup travaillé à l'heure où je sors cette vidéo. On est seulement un petit mois avant le début de la saison, et c'est une équipe qui est née de la frustration. Une équipe qui sort d'un des pires résultats d'une des plus grandes structures. Ce roster, il est construit pour réparer l'honneur. Et personnellement, je pense que c'est cette année que Eng redore son blason, en même temps que celui de la Carmine, et j'ai très hâte de suivre tout ça. D'ailleurs, si vous voulez un moyen facile de suivre tout ça, bah c'est pas impossible que j'en reparle un jour ici. Donc si la vidéo vous a plu, ce serait super cool que vous vous abonniez et que vous laissiez un like. Aussi, je suis maintenant super actif sur Twitch, et si vous regardez cette vidéo le soir de sa sortie, je suis actuellement en live, donc n'hésitez pas à passer faire un petit tour. Je vous mets le lien juste en dessous. Sur Ouais. Le soir de la... Ouais. Ouais. Le soir de la sortie, ouais. C'était presque ça. Presque. Voilà. Hop. Je crois que... je suis un peu claqué. Je pensais pas autant, j'avoue. Je pensais pas autant. Waouh. Ça se voit pas que je suis fatigué. Oh là là, j'ai le lit, le matelas, le sommier, j'ai tout là. Ah bien sûr, du raf demain. Je suis pas là. Déjà le matin et l'après-midi, je répare ma voiture. Voilà. Ouais. Ah, ça m'a claqué. Je vais quand même lâcher le petit like. Hop. La vidéo était bien. Non, je suis pas fatigué. Je suis juste pas en mesure de continuer à stream. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De la musique qu'on entend là? C'est pas un remix, hein. Ah, c'est vrai que la musique est très forte. Elle est pas trop forte pour vous, la musique là?
que là, la musique, c'est Shields... Oh, mon anglais. Enfant du ciel, en anglais, voilà. Je vais le dire en français parce que Nick Taras. De Imagine Dragon. Un groupe un peu connu. Tout petit peu. Genre, ils ont 60 676 379 auditeurs mensuels. J'ai le chiffre sous les yeux. Donc voilà quoi! Ah voilà! Nanana. Nanana. J'aime bien la musique. Et pour ceux qui le souhaitent, comment je fais? Là. Hop. Voilà, ça c'est la playlist de stream. Donc là, je rajoute des musiques, j'en enlève. Voilà. Ouais, piste 6, TKT. Oui, c'est piste 6. Ne t'inquiète pas. Mais dans tous les cas, on a fait du React, donc je vais me faire strike par YouTube. Un strike. Ils vont me demander de récupérer tous les droits, entre guillemets. Et moi, je m'en fous, ils peuvent. Voilà. Le son sur la piste 6 est seulement là pendant le live. Moi, pour le coup, Cookie, pour dire exactement, en fait, moi, c'est pas la piste 6, je crois que c'est la piste 9. Mais oui, c'est pareil. Ah non, c'est la piste 2. C'est la piste 2. Et oui, en fait, la piste 6, en fait, avec OBS, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire qu'une piste audio, du coup, tu mets ce que tu veux sur chaque piste, il y en a 6 au total. Je pensais qu'il y en avait 9, mais non, il y en a 6 du coup. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu choisis une piste qui ne s'exécute, et du coup, tu peux choisir que cette piste ne s'exécute pas sur le rendu de stream et de record. Tu peux faire les deux. Et en fait, du coup, ça s'affiche que dans le live. Et sur la rediff, même Twitch, là, tu vas dans rediff Twitch, tu vois, t'entends pas le son. Parce que là, on l'entend dans le live, mais pas sur la rediff. Mais en fait, en soi, tu peux te faire strike si t'as la musique en stream. Mais il faut vraiment y aller, il faut vraiment qu'il y ait un modérateur de Twitch sur ta chaîne. Mais voilà. Voilà. Fermez avant de bouffer tout le paquet. Regardez ce que je disais en Vogue tout à l'heure. Voilà, bon, bref. Alors ouais, tous les gros Dragibus sont en dessous et tous les petits sont au-dessus. Il y en a trop. Alors Night, il se trouve que... En attendant la suite, on écoute la musique. Nanana. Il y a un staff Twitch. Non. Non, ce n'est pas possible. Ah, il parle pas dans le chat. Hein. Il y a un staff Twitch, mais pas sur ton live. Allez, Taras, frère, c'est bon, j'en peux plus. Oh là là. Et c'est moi qui fais des blagues de merde. Hein. Ouais. Bref. Je vais faire un petit message quand même pour Discord.
C'est où? Alerte, Kirano. Je suis... Non. X. Je vais utiliser X. Connaissez-vous X? X.com. Ah. C'est bien parce que quand je mets X.com, c'est vraiment marqué au-dessus. Twitter.com. Voilà. Alors, post. Alors. Je commençais à m'endormir pendant le React. Donc, on stoppe le live plus tôt que prévu. Entre parenthèses, donc pas de raft. Sorry. Voilà. Hop. J'envoie le tweet. Profil. What? Comme ça. Ah oui. Copier le lien. Et j'envoie ça dans Kirano. Ah! Bref. Peut-être fixer le chat comme ça. Nous, on se dit du coup à mardi. Non, pas mardi. J'ai pas posté planning, hein, mais je posterai sûrement lundi. On va se dire à mercredi, parce que lundi, je suis pas là. À mercredi. 14h. Ça me rappelle la Z-Lan ce son, hein, mais... C'était là, quelle année? 2022 ou 2021? Ce son. J'ai un doute. Bref. What the fuck. Du coup, à mercredi 14h pour du For the King. Oh, je vous dis le planning pour l'instant. Tant qu'il n'est pas posté, c'est pas sûr à 100%, je le préviens. Mercredi 14h-18h for the King, 20h minuit Palworld, vendredi 20h minuit Lord of the Fallen, samedi 14h-18h BG3, 20h et plus, on verra. On va essayer de faire un truc, un ou plusieurs trucs en groupe en fonction de à partir de quel moment ça commence à saouler les gens. Oh, ce son. J'adore. Et dimanche, du coup, du raft. Et sûrement un peu de réac. Oh putain, mais j'arrête pas de bailler. Stop. Bref. Ah, mais... Ah, Marty, non. Jouer aussi si t'adores. La musique. C'est tout. Le jeu, j'ai pas le jeu, donc FF. J'ai pas le temps. J'ai Raft. J'ai Lord of the Fallen. J'ai Palworld qu'il faut avancer. J'ai For the King. J'ai Baldur's Gate. J'ai 5 jeux. Non, je l'ai pas. Pour le coup, Sea of Thieves. Je suis sûr à 100% je l'ai pas. J'y ai déjà joué par contre, mais je ne l'ai pas. C'est avec le Game Pass que je l'ai. Bah si tu veux, montre-moi. Ouais, non, il est gratuit, c'est ça? Non, il est pas gratuit. Ça, je me suis dit, il est passé gratuit. Ta gueule. Allez, montre-moi la preuve que je l'ai. Instant. Ça va très vite. Instant gaming.
Sur 200? Pas compris là. Ouais. Désolé, mais ouais. Putain, mais... Non, fais pas ça, frère. On a déjà Raft. C'est bon, déjà on n'arrive pas à jouer à Raft. Et t'as d'autres choses à acheter, toi, à la place. Je le trouve même pas. Il y a aucune version qui est actuellement en vente sur Instant Gaming en plus. Tiens, cher. Je viens de regarder, il n'y a aucune version en vente sur Instant Gaming. Yeah. Bref. À mercredi.